Ce qui me passionne tout particulièrement en ce moment, voilà, j'ai mes phases, c'est tout ce qui va tourner autour de la programmation fonctionnelle et la programmation fonctionnelle réactive. Mes langages, mes joues de prédilection, c'est le Kotlin, Swift, Scala et TypeScript. Alors pour cette présentation, même s'il était intitulé Web, j'ai décidé de faire les exemples de code en Kotlin, mais comme vous allez le voir, ça se traduit très bien en Swift et en TypeScript, et vous aurez des exemples de code que vous pourrez télécharger sur repo de GitLab avec les projets de l'application qu'on va construire ensemble. Alors, ce talk s'adresse principalement à tous ceux qui ont essayé d'intégrer RX dans leurs applications. Et une fois qu'on a pris en main RX, eh ben, c'est quand même super parce que ça nous donne un modèle qui est beaucoup plus simple pour raisonner autour de tout ce qui est asynchronisme. Avant, on travaillait avec des callbacks, le callback L qui en découlait. On a eu une première étape de l'évolution qui était d'utiliser les API promise et future, avec des limites telles que on ne peut pas annuler ce qui se passe dans une promise, et on est limité à une seule valeur. Donc RX, c'est un modèle riche pour raisonner et écrire du code correct sur de l'asynchronisme. La philosophie, c'est qu'on va écrire des petits bouts, c'est un peu comme la philosophie Unix, des petits bouts de fonctionnels, et on va les relier entre eux grâce à des opérateurs que vous connaissez, map, flatmap, reduce, scan, etc. Et l'idée, c'est qu'en programmation réactive fonctionnelle, on ne fait pas du code impératif, on crée des circuits de données, et on pense en termes de données. J'ai telle donnée qui rentre, j'applique tel pipeline de transformation, et j'obtiens la donnée qui m'intéresse. C'est utilisé partout, enfin, c'est utilisable partout. En back-end, on peut faire, si notre back-end doit appeler d'autres microservices, on va pouvoir combiner les appels, par exemple avec du zip. Mais si on doit par exemple exposer un endpoint en WebSocket, ben, la notion de WebSocket se prête très bien à la notion d'observable. Côté client, on va pouvoir aussi combiner appeler ces WebSockets-là. On va pouvoir combiner les appels de service, mais aussi faire de l'IHM réactif. Si on voit les entrées utilisateurs comme des observables, alors on va pouvoir combiner ces entrées utilisateurs avec nos services pour produire la sortie, l'état à afficher par l'application. Et c'est cet exemple-là dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui pour le marble testing. Donc, de plus en plus, on va transposer de la logique impérative. Donc, on a généralement tous appris à faire de l'impératif, de l'objet. Et plus ça va aller, plus on va transiter vers une logique qui va être décrite en programmation fonctionnelle réactive. Mais, comme vous le savez, débugger et tester de l'asynchrone, c'est un sacré bordel. Conclusion, on ne le fait pas, ou trop peu. Éventuellement, quand on teste de l'asynchrone, on va tester juste les résultats finaux, mais on ne va jamais s'intéresser à ce qui se passe en intermédiaire. On ne va jamais avoir de tests unitaires qui vont vérifier que si je dois faire deux appels, l'un s'est bien arrêté avant l'autre. Donc, se pose une question lorsqu'on fait du RX, on a écrit un circuit, voilà, on a fait une belle combinaison de map, flatmap et un reduce. Comment est-ce qu'on va pouvoir tester ça? Comment est-ce qu'on va pouvoir garantir que notre circuit RX fait bien ce qu'on lui demande? Donc, on va faire du marble testing. Alors, si vous avez fait du RX, vous avez tous dû commencer par regarder pour la description des opérateurs, ce qui est le map et le flat. Et on vous a montré un beau diagramme en marble. Le marble testing va reprendre cette philosophie. Mais parlons concrètement de l'application qu'on va construire. On veut une application qui soit une météo en instant search. L'utilisateur, il va rentrer dans un input text la ville de son choix, et on voudra faire du debouncing, c'est-à-dire qu'on ne voudra pas lancer de recherche inutilement, on voudra attendre que l'utilisateur ait fait au moins 500 millisecondes d'inactivité pour lancer sa recherche. On voudra afficher un indicateur de chargement pour dire si le temps que ça charge, parce qu'on fait un appel asynchrone, donc c'est jamais instantané, il faut y penser ça, c'est partie de la user experience. Et un affichage qui est tout simple, avec des pictos min-max. Et on voudra aussi afficher une erreur si on ne peut pas consulter le service. Alors, la philosophie du réactive MVVM. Il y a plusieurs manières d'approcher le MVVM avec RX. Voici un peu la philosophie que je trouve intéressante. L'idée, c'est qu'on part d'entrées. Les entrées, c'est toutes les actions que vont fournir l'utilisateur. L'utilisateur, il va cliquer sur un bouton, il va taper un texte. Tout ça, c'est des valeurs qu'on va pouvoir observer dans le temps. Éventuellement, alors il y a des frameworks qui vont permettre, par exemple en RX Swift avec RX Cocoa, on va pouvoir directement se binder sur des composants utilisateurs.
Dans d'autres frameworks qui n'utilisent pas ça, on va pouvoir tricher un petit peu, utiliser les subjects et utiliser l'API de notre plateforme pour pousser dans les subjects et simuler ces entrées. Et puis en général, notre application, elle ne travaille pas toute seule, elle a besoin de web services, d'un backend REST pour fonctionner. Donc, on a aussi les services. Alors, généralement, ces services, on va retourner une single de la data qui nous intéresse. Single, c'est pour les langages qu'ils supportent, un observable assez particulier qui ne renvoie qu'une seule valeur. Et enfin, notre view model, il va câbler tout ça, nos entrées utilisateurs, nos services, et il va fournir des observables de sortie, de la data que va pouvoir observer notre vue et faire le rendu. Ça peut être du React, ça peut être des API natives Android ou Swift. Donc l'idée, c'est que toute la logique applicative, c'est dans le câblage du view model. Lui, elle a qu'à se plugger dessus. Alors, pour notre exemple simple, on prend une interface Weather View Model. En entrée, on veut la city, c'est un subject de string. Chaque fois que la ville change, on écrit dedans. En sortie, on va pouvoir observer la weather data, qui va contenir des informations sur le picto affiché, les températures, etc. Là, il y aurait plus de choses intéressantes à mettre. Et un état qui est l'état qu'on va donner le feedback. Ce n'est pas réellement la donnée qui intéresse l'utilisateur, mais ça permet de savoir ce qui se passe sur le chargement. Est-ce que je suis en train de chargement? Est-ce que j'ai une erreur? Est-ce que tout est OK? Et un weather service qui va nous fournir, là on ne le voit pas sur la slide, qui a une méthode getWeather sur laquelle on va passer la city et qui va nous renvoyer un single de weather data. Alors, si vous prenez les spécifications, voici comment on implémenterait ça en RX. D'abord, on va filtrer pour être sûr que la ville ne soit pas vide. On va debouncer pour conserver 500 millisecondes d'activité. Et on va faire dans un switch map un getWeather. Enfin, grâce à l'opérateur do, on va pouvoir remonter dans le subject de state l'état de chargement. Mais je vous propose de voir ça de manière beaucoup plus visuelle. Voici une timeline. Alors, en haut, on a l'entrée, city, et en sortie, on va voir les observables de sortie. Au tout début, l'utilisateur n'a rien tapé. Un peu plus loin, il tape tout. Et enfin, il a tapé Toulouse. Grâce à l'opérateur filter, on va obtenir un observable intermédiaire qui n'émettra uniquement 500 millisecondes après qu'il ait tapé Toulouse, vu qu'il ne s'est pas arrêté de taper. À chaque fois, c'était plus rapide que 500 millisecondes. Enfin, pour ceux qui utilisent le switch map ou le flat map laytest selon les langages, lorsqu'on va voir Toulouse, on va lancer un appel de service, weather service getWeather. Et ce service va nous dire au bout de quelques temps qu'il fait super beau à Toulouse. Le switch map fait son rôle et nous envoie cette info sur le flux weather. En parallèle, on a utilisé l'opérateur do, donc au début il ne se passait rien. Au moment où on a fait la souscription au single du service, on a affiché l'odeur. Et enfin, lorsque c'est chargé, on affiche de nouveau idle. L'utilisateur tape Paris. Et malheureusement, il ne fait pas beau à Paris. On est bien ici. Alors, l'idée de ce que je vous ai montré, c'est que quand on fait du RX, l'avantage, c'est qu'on peut représenter visuellement les choses avec des diagrammes Marble. Le Marble testing, c'est faire exactement ce que j'ai fait là, visuellement, mais dans des tests unitaires qui vont spécifier comment se comporte notre système. Donc, il y a des conventions. On va utiliser le trait pour dire il ne se passe rien pendant un tick. Un tick étant une unité de temps configurable. Ça peut être 10 millisecondes, 100 millisecondes. Mettons pour notre exemple, ça soit 100 millisecondes. Le pipe, ça correspond à le onComplete. Le dièse, ça va pouvoir être une erreur. Et enfin, on va pouvoir utiliser des lettres, donc A, B, C, D, tout ce qu'on veut, pour représenter des valeurs qui vont être émises par nos observables. Les parenthèses, éventuellement, vont nous servir pour grouper des valeurs qui vont être émises au même instant. Donc un setup en Kotlin, donc on va moquer notre service avec par exemple Mockito, mais tout ce que vous voulez qui vous permettra de moquer. On va instancier un scheduler bien particulier qui va nous permettre de simuler le temps, qui s'appelle le Marble Scheduler. Et on va créer notre unité à tester. On a prévu par injection de dépendance de pouvoir lui placer le service qui est moqué et notre Marble Scheduler pour pouvoir simuler le temps. Ensuite, comme on peut raisonner avec des lettres, on va définir un mapping de valeurs. On va dire par exemple que l'élément 0, ça correspond au string vide, l'élément 1, c'est le début de Toulouse, la lettre T, c'est Toulouse, B, Bordeaux. Les valeurs pour idle, L, loading, E et error.
Et le cas de test que je vous ai montré, on va le traduire de cette manière-là en marble testing. City input, vous vous rappelez, on va créer un observable show. À la première tick, on va émettre 0. Ça sera le string vide. 2 ticks plus tard, on va émettre tout. Et enfin, Toulouse. C'est notre entrée, c'est la simulation de ce qui se passe, de ce qu'a fait l'utilisateur. On va aussi moquer nos services et dire que lorsque le service sera invoqué avec getWeather, on va renvoyer un observable qui, au bout de 2 ticks, renverra la valeur correspondant à Toulouse. Et idéalement également pour Bordeaux, au bout de 2 ticks, on renverra Bordeaux. Pour simplifier, j'ai remis en commentaire le debouncing qui va correspondre aux 500 millisecondes de debouncing auxquels on s'attend. Et on sait que notre circuit ici se comporte bien si on lui passe ces entrées-là et si le service se comporte exactement de cette manière-là, alors on peut prédire complètement la sortie et la tester dans un test unitaire. Donc on s'attend à ce que l'observable weather, à un temps donné, nous renvoie Toulouse, qui va correspondre au temps où l'utilisateur a arrêté de taper Toulouse, modulo le debouncing, et plus le temps d'appel au service. Également pour Bordeaux. Donc, je trouve la puissance du marble testing. Donc, en fait, ce sont des asserts. Donc, si jamais je modifie mon circuit, je fais une erreur, par exemple, je fais un debouncing de 600 au lieu de 500, eh bien, mon test ne va pas passer. Il va me dire, attention, l'observable weather qui est produit par ton circuit, il est différent de la spécification visuelle que tu as marquée ici. Donc, le quickie était un petit peu court pour faire prévoir du live coding. Vous avez des exemples de code, et éventuellement, on pourra en discuter pour voir un peu plus profondément comment ça marche. On va pouvoir tester des cas beaucoup plus tordus, qu'on ne teste jamais. Qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur il tape Toulouse, le service est sur le coup un petit peu lent, et il change d'avis, il va taper Bordeaux. On ne veut absolument pas qu'une fois que l'utilisateur il ait tapé Bordeaux, et que le service finalement nous finit par répondre, on lui affiche le résultat de Toulouse. Donc, ceux qui connaissent RX savent qu'il y a l'opérateur qui permet de faire ça. C'est lequel selon vous? Qui permet de garantir ça dans le circuit qu'on a vu. J'entends un switch map là-bas au fond. Donc c'est le switch map qui va garantir ça. Et donc je vais pouvoir, grâce au marble testing, modéliser ce cas-là, où l'utilisateur, le cas où l'utilisateur va aller vite par rapport à un réseau lent, et je vais m'assurer que mon circuit se comporte bien et qu'on a bien les sorties attendues. C'est un exemple possible de ce qu'on peut faire en marble testing, mais on peut faire ça partout. Que ça soit dans du back-end, que ça soit du front-end, on peut le faire sur les circuits plus ou moins compliqués par rapport à ça. Et la grande force, c'est qu'on va maîtriser la notion de temps, qu'on ne maîtrise pas forcément dans un test unitaire classique. On va avoir des tests qui sont beaucoup plus compacts, parce que quand on déroule le temps, qu'on essaie de dérouler le temps dans un test unitaire, on fait ça à la verticale. C'est des lignes, allez, je passe dans un état, je teste mon état, j'avance mon temps, je passe dans un état. Là, la notion de temps, elle est représentée à l'horizontale. On se sert de la 2 dimensions pour avoir des tests beaucoup plus succincts et expressifs. Les plus, voilà, un test plus concis et expressif. On va pouvoir tester des cas complexes en termes d'asynchronisme et pas les subir et les subir en production. On va pouvoir les modéliser et maîtriser complètement la notion de temps. Ensuite, par rapport à un test unitaire plus classique, là on ne teste pas des petits bouts un à un. On teste vraiment la cohérence globale du circuit. Donc ça se rapproche de ce qu'on pourrait faire avec un test end-to-end, sauf que le coût d'écriture et de maintenance est quand même plus simple parce qu'on n'a pas à lancer réellement l'app. Là on teste vraiment le cœur réactif de l'app, le view model. On s'assure qu'il est bien efficace, bien correct, et c'est notre vue qui va se plugger dessus. Les moins, s'il y en a, on va dire les shortcomings, c'est que les API ne sont pas complètement uniformisées entre les plateformes. Sur RxJS, le marble testing, c'est officiel. Sur Android et iOS, donc sur Android, ça va être une librairie qu'on va pouvoir ajouter dans son build Gradle. Sur iOS, c'est juste un exemple qui est donné dans la lib RxTest. Mais petit à petit, on s'y approche. On a quand même la même possibilité de description des tests. Il y a quand même des petites différences. Enfin, lorsqu'on écrit
ces marble tests, ben, pour que ça tombe bien au même tic, il faut aligner un peu donc nos marbles entre eux. Et des fois, on ne fait pas gaffe, un espace est mal vu, on est décalé, et du coup, le test, ben, ça tombe sur le tic d'après, et le test ne passe pas. Le futur, j'aimerais voir pour le marble testing et m'impliquer dedans, c'est d'avoir quelque chose de plus homogénéisé en termes de runtime, qu'on ait vraiment le même comportement, le moins de spécificité possible, qu'on fasse des marble tests en web, en mobile natif. Et on pourrait rêver, on pourrait dire, OK, le ASCII, c'est une forme assez basique pour faire de l'édition graphique. On pourrait rêver que ces mêmes spécifications-là, on puisse les faire de manière, par exemple, graphique, avec un éditeur graphique en drag and drop, sur lequel on aurait le timeline de nos différentes entrées, sorties, et le comportement de nos mocks, et puis on pourrait importer ça dans nos tests. Donc, peut-être que l'année prochaine, je serai là de nouveau pour vous parler de cet outil, si j'ai le temps de le créer. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir venir le jour. Très bien, j'ai fini. N'hésitez pas si vous avez des questions.